truc que j'entends le plus souvent, c'est ça y est, il a eu son bilan, il va pouvoir avoir ses aménagements. Alors ça va peut-être te surprendre, mais quand tu as le bilan entre les mains, c'est pas la fin de l'aventure, c'est plutôt le début de la deuxième manche. Et du coup, ton enfant et toi, vous allez peut-être devoir attendre encore quelques mois avant de voir les aménagements effectivement en place. Et ça, personne ne te le dit parce que personne ne le sait vraiment. Alors, plus vite tu sauras à qui t'adresser une fois que tu as le bilan entre les mains, comment ça se passe exactement, plus vite il aura ses aménagements réellement effectifs dans sa classe. Parce qu'un PAP, oui, tu le sais sans doute, c'est le nom qu'on donne au plan qui contient les aménagements. Donc, un PAP, c'est pas une partie de ping-pong entre toi et l'enseignant, c'est toute une équipe qui rentre en jeu. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir pourquoi, quand tu connais bien le parcours, ton enfant peut avoir ses aménagements plus vite, qui intervient exactement dans ce fameux parcours, et concrètement, comment tu déclenches le processus dès que tu as fini de regarder cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Karine et j'ai accompagné des dizaines et des familles sur ce chemin-là, la mise en place de ces aménagements PAP, PPS, etc. Déjà quand j'étais à l'Éducation nationale en tant que directrice puis enseignante spécialisée et maintenant de l'autre côté directement auprès des familles que j'accompagne. Et cette expérience des deux côtés, qu'est-ce qu'elle me montre? C'est que quand on ne connaît pas le parcours, on peut vite se trouver perdu. Alors regardons le cas d'Aline, une maman avec qui j'ai échangé dernièrement. Fin novembre, son fils passe un bilan orthophonique qui confirme une dysphasie. Il lui a fallu attendre un peu avant d'avoir le compte-rendu, entre les fêtes de fin d'année, etc. Et puis après, le temps qu'elle accepte, elle accuse le coup, comme on dit, de tout ça. En février, elle prend rendez-vous avec la prof principale qui met l'infirmière dans la boucle et l'une et l'autre se renvoyant un petit peu la balle. Alors oui, l'infirmière scolaire parce qu'on est au collège. En mars, elle a les coordonnées du médecin scolaire avec qui elle échange et qui donne un document à remplir par les professeurs pour savoir un petit peu le niveau, les compétences, etc. de son fils. Avril, ça y est, elle reçoit le papier du médecin qui valide l'autorisation de mettre un PAP en place. Parce que comme je te l'ai dit, c'est pas parce qu'il y a le bilan que du coup le PAP va se mettre directement en place. C'est ça le premier truc à se rappeler, c'est qu'il faut impérativement que le médecin scolaire ou quelqu'un à qui on a délégué ses compétences, son autorité, je ne sais plus comment on dit, si médecin scolaire, il n'y a pas. Bref, revenons à notre exemple. Et enfin, souviens-toi, le bilan a été fait en novembre et enfin, en mai, a été rempli par l'équipe enseignante le papier qui précise vraiment ce qu'on appelle le PAP, qui précise tout ce à quoi son fils a le droit, tous les aménagements qu'il a le droit. Et du coup, à ce moment-là, son message, c'est un petit peu tard pour cette année, on verra ça à la rentrée prochaine. Et à la rentrée prochaine, du coup, même si le document existe, va falloir représenter la situation, expliquer un petit peu tout ça à la nouvelle équipe enseignante. Et au-delà des délais, tu vois, 6 mois du coup, entre le bilan, les résultats du bilan et le document avec le PAP en place, au-delà de ça, il y a en plus ce côté où cette maman, Aline, elle a été un petit peu perdue à chaque fois en ne sachant pas qui était l'interlocuteur qu'elle devait avoir en face. Donc c'est pour ça, écoute bien maintenant, je vais te donner toutes les étapes à suivre dans l'ordre pour que tu ne sois pas perdu au milieu de tout ça. Alors avant de te donner ces étapes, un petit rappel très vite fait sur qu'est-ce que c'est qu'un PAP et la différence avec un PPS. Je ne détaille pas parce que j'ai fait une vidéo que je te mets ici, elle est ancienne mais encore de l'actualité, sur la différence entre les deux. Donc le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé, c'est ce qui permet, qui légitime, qui autorise que ton enfant ait des aménagements, plus de temps, moins d'exercices, il peut y avoir plein de choses. J'ai fait aussi une autre vidéo sur les aménagements qu'on peut demander. Mais voilà, du coup, le PAP, c'est vraiment spécifique des troubles des apprentissages. Donc, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie et aussi le trouble déficitaire de l'attention, donc le TDAH. Alors, quelle est la différence avec le PPS? Le PPS, c'est qu'il est mis en place par la MDPH quand on a des besoins un peu plus spécifiques comme du matériel, tu vois, ordinateur ou des choses comme ça, si ton enfant n'écrit pas. Quand on a besoin d'une aide humaine, l'AESH. Et puis si par exemple on demande une réduction du temps de scolarisation parce que toute la journée d'école c'est trop pour lui. Donc là du coup ça va passer par la MDPH. Bref, revenons à nos étapes du coup pour la mise en place du PAP. La MDPH c'est complètement autre chose. Ce PAP, il peut être mis en place à la demande de la famille ou de l'équipe enseignante. Ça peut arriver aussi dans les deux sens, donc ne t'étonne pas si l'équipe enseignante propose ce PAP. D'ailleurs, encore une autre parenthèse avant de rentrer vraiment dans les étapes, tant qu'il n'y a pas de bilan, de compte rendu avec la conclusion présente un trouble spécifique du langage écrit, du langage oral, etc. Tant qu'il n'y a pas ce compte rendu avec ce diagnostic posé, l'équipe ne peut pas mettre en place un PAP.
C'est d'ailleurs pour ça que moi, quand j'étais enseignante, j'insistais auprès des orthophonistes. Elles me disaient, mais pourquoi vous voulez à tout prix un bilan ou faire un bilan, etc. Je sais parce que sans ça, on ne peut pas mettre en place les aménagements. Et là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est utiliser autre chose qui s'appelle le PPRE, Plan personnalisé de réussite éducative. C'est du coup un aménagement des aménagements qui sont proposés aux enfants quand on pense qu'ils ne vont pas réussir à acquérir toutes les compétences attendues à la fin de l'année. Alors j'ai eu plusieurs familles que j'ai accompagnées, c'est pour ça que je t'en parle là, où l'équipe enseignante proposait ça aux parents, enfin à la famille, puis à l'élève surtout, en attendant que les bilans soient faits, qu'il y ait les comptes rendus, puis tout ce que je viens de te décrire avec le médecin scolaire dans la boucle, etc. Donc il proposait un PPRE en attendant le PAP. Enfin bref, voilà, tu as entre tes mains tous les bilans orthophoniques, psychomotriciens, enfin neuropsy, tous les médecins qui interviennent, etc., qui posent le ou les diagnostics, ça peut être de multidis. La première étape officielle, normalement, c'est de contacter le directeur à l'école primaire ou le chef d'établissement, donc le principal au collège. Ça, je dis la première étape officielle. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? En premier, on va contacter l'enseignant de la classe de l'enfant en primaire ou le prof principal au collège. Voilà. Donc là, soit il peut dire, ok, je transmets au directeur, au principal, et je vous tiens au courant, ou alors il vous demande, vous, de prendre contact directement, enfin vous les parents, directement avec le directeur, le principal. Mais en tout cas, ça passe toujours par cette personne d'abord qui va se mettre en relation avec le médecin scolaire. Et du coup, c'est là, il peut vous demander, le principal peut demander un courrier à transmettre au médecin scolaire. Donc une fois que le médecin est contacté, il recueille tous les documents dont il a besoin, il rentre souvent en contact avec la famille. Selon certains départements, c'est ce que je disais dans le cas d'Aline tout à l'heure, il donne cette petite fiche à remplir, mais ce n'est pas obligatoire du tout, à l'équipe enseignante pour avoir un peu un topo un peu plus précis que les livrets d'évaluation, tu sais, les livrets trimestriels, mais un topo des compétences de l'enfant. Et puis là, du coup, le médecin rend son avis favorable ou pas pour la mise en place d'un PAP. Et c'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas systématique que le bilan amène des aménagements. Parfois, le médecin peut juger qu'il n'y a pas besoin d'aménagement, que ça ne met pas l'enfant en position difficile, etc. et qu'il peut faire sans aménagement. Du coup, une fois qu'on a l'avis du médecin, c'est là que l'équipe enseignante au collège va pouvoir remplir cette grille, tu vois, de quels sont les aménagements utiles, nécessaires pour l'enfant, pour l'élève. À l'école primaire, ça va plutôt se faire en général sous forme d'équipe éducative. Donc c'est une réunion organisée par le directeur et la directrice de l'école avec donc, le directeur, les parents, l'enseignant de la classe. À minima, c'est ça. Puis on peut inviter toute personne, orthophoniste, ergothérapeute, etc., qui est intervenue auprès de l'enfant. Éventuellement, enfin voilà, psychologue scolaire, enfin toute personne qui aurait quelque chose à rajouter sur sa situation scolaire. À partir de là, donc, en interne au collège, en gros, c'est comme ça, il y a toujours des variantes, mais en gros c'est comme ça, en interne au collège, en réunion d'équipe éducative en primaire, le PAP est rédigé et après on le transmet à la famille qui le valide, qui donne son accord ou pas, et après il est mis en place, enfin normalement. Alors maintenant, on va voir concrètement comment s'adresser à l'enseignant de son enfant pour mettre en place ce processus, comme je l'appelle. Toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être déjà passé par là, et mets en commentaire comment ça s'est passé pour toi, raconte-nous, etc. Ça peut aider beaucoup de parents. Et si tu connais un autre parent qui vient de recevoir un bilan comme ça avec un diagnostic de 10, je ne les redis pas toutes, dyslexie, dyscalculie, etc., et qui ne sait pas trop comment s'y prendre, n'oublie pas, tu peux lui partager cette vidéo, ça lui sera très très utile, je pense. Parce qu'à ce jour, et j'ai fait pas mal de recherches pour préparer cette vidéo, je n'ai pas trouvé sur Internet de documents qui expliquent, tel que je viens de le dire, toutes les étapes par lesquelles passer. Donc, avec tout ce que je viens de dire, tu as bien compris que l'idée, ça va être avant tout de prendre rendez-vous avec l'enseignant. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as le bilan, tu contactes à l'école primaire l'enseignant de ton enfant via le cahier de liaison, l'ENT, etc., les moyens de communication habituels, en disant que tu as eu le bilan, qu'il y a du nouveau, etc. et que tu aimerais en parler à l'équipe. Et là, soit il te donne un rendez-vous, soit il convient d'un appel téléphonique, soit il dit directement de rencontrer le directeur. Alors ça, je le précise parce que c'est arrivé plusieurs fois. Tu vois que j'ai des familles qui étaient en train d'échanger, au cours des semaines comme ça avec l'enseignant de leur enfant et qui m'ont dit d'un seul coup, on est en train d'échanger avec la maîtresse, puis d'un seul coup, elle nous dit c'est la directrice qui va vous donner rendez-vous. Et ils se sont sentis un petit peu laissés de côté, je sais pas comment dire, un truc qui n'était pas fluide, quoi. C'est vrai qu'en fait, parfois, quand on est dedans, on a tendance un peu à pas expliquer les procédures, etc. C'est pour ça que je fais cette vidéo, mais c'est tout à fait normal. C'est
le directeur, la directrice qui va prendre le relais pour organiser tout ça. Une petite précision importante sur ces fameux comptes rendus de bilan. Ce sont des documents confidentiels qui sont remis à la famille, je ne sais plus comment c'est marqué dessus, mais à communiquer aux personnes concernées, etc., si la famille le désire. C'est toujours la famille, enfin les parents, les représentants légaux de l'enfant qui ont le pouvoir de décision là-dessus. Donc personne ne peut exiger de vous de remettre les bilans. Le médecin scolaire, forcément, pour étudier la situation, il va en avoir besoin. Enfin, le médecin scolaire ou la personne qui a cette délégation de pouvoir. Mais sinon, à part ça, on n'a pas besoin de donner le bilan. C'est vrai que moi, j'ai vu quand j'étais enseignante spécialisée, donc je travaillais tous les jours avec une psychologue qui nous avait bien expliqué, mon collègue et moi, tous les deux enseignants spécialisés, comment lire ces bilans, comment les comprendre, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Et malheureusement, j'ai vu aussi, j'ai vu des collègues très sérieux, pertinents, etc. et qui utilisaient juste ce qui était utile pour eux. Voilà, on va voir de quoi je parle quand je dis ce qui est utile pour eux. Et il y en a d'autres qui se sont mis à les lire un peu en les décortiquant, etc. Et en faisant des interprétations qui n'avaient pas lieu d'être. Bref, toi qui regardes cette vidéo, tu fais comme bon te semble, mais rien ne t'y oblige. Du coup, aussi, ce que tu peux faire, par exemple, c'est transmettre juste les conclusions, si tu as envie de les transmettre à l'enseignant. Le médecin, c'est mieux de transmettre les bilans complets, mais si tu le transmets à l'enseignant, ça peut être juste les conclusions, et même encore mieux, certains thérapeutes, orthophonistes, etc., vont mettre une page de recommandations ou d'aménagements demandés, etc., à la suite du bilan. Donc ça peut être ça aussi, cette page-là, à transmettre aux enseignants. Donc, on récapitule toutes les étapes. En premier, tu l'as bien compris, c'est l'enseignant, mais plus pour le côté communication, puis parce que c'est la personne qui est en face de ton enfant. Le premier interlocuteur officiel, c'est le directeur ou le principal du collège ou principal adjoint, enfin, etc. Souvent, c'est aussi les principaux de collège délèguent au prof principal de la classe. À partir de là, on met dans la boucle le médecin scolaire et quand ça redescend au niveau du collège ou de l'école, on peut mettre en place tous ces aménagements. Et une fois qu'il a l'acceptation du PAP avec cette liste d'aménagements possibles, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Parce que tu t'en rends peut-être compte, le système scolaire, c'est une sacrée institution. Et quand on ne connaît pas tous les rouages, toutes les ficelles, on peut vite se sentir perdu en tant que parent, en tant qu'enseignant aussi d'ailleurs, hein, et on peut faire perdre beaucoup de temps à son enfant. Oui, je dis en tant qu'enseignant aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'enseignants qui ne connaissaient pas justement toutes ces étapes par lesquelles passer. Donc dans la prochaine vidéo, on verra ce qu'on fait quand les aménagements ne sont pas mis en place et où qu'ils ne suffisent pas. Parce que mon souhait le plus cher, comme m'a dit un jour une maman que j'accompagne et j'ai adoré sa formule, donc je la remets là, je ne veux plus que mon enfant soit défini uniquement par ses troubles. Et moi non plus, j'ai envie de faire des enfants des vrais héros de leur scolarité et de leurs parents, ces alliés qui vont les amener à s'épanouir, quelle que soit leur situation, quels que soient leurs besoins. Donc si tu veux continuer à explorer avec moi ce sujet et tout ce qui tourne autour de la scolarité, n'oublie pas de t'abonner.